Welcome to today's segment on official languages, tips for new public servants. Bonjour et bienvenue à la séance des astuces sur les langues officielles pour les nouveaux fonctionnaires. I'm Catherine Leblanc, and I'm a Senior Advisor in Internal Communications at Employment Social Development Canada. Je m'appelle Catherine Leblanc, je suis une conseillère principale en communication interne à Emploi et Développement social Canada. I would like to begin by first acknowledging that the land on which I'm joining you from today are the traditional unceded territory of the Mi'kmaq and Wolastoqiyik peoples. I'm very grateful to have the opportunity to be here and be present and live in this territory. Donc, je vous joins aujourd'hui du territoire non cédé des peuples Mi'kmaq et Wolastoqiyik. J'invite tous les participants, participantes à prendre un moment pour réfléchir aux terres ou aux territoires sur lesquels vous êtes présentes aujourd'hui. So I invite you to take a moment to reflect on the territory on which you're joining us from today. As we move through today's session, please share your comments in the chat space. There's already a few comments there. And you can submit your questions by using the Q&A button at the bottom of the screen. And you can submit your questions in the official language of your choice, obviously. And you can vote for questions you like by clicking on the thumbs up button. Donc, on vous invite à partager vos questions en utilisant le bouton questions-réponses au bas de l'écran et de soumettre vos questions dans la langue officielle de votre choix, bien sûr. Et vous pouvez aussi voter pour vos questions préférées ou les questions que vous aimeriez qu'on pose aux panélistes en cliquant sur le petit bouton du pouce en l'air, le petit thumbs up. Je pense que c'est un symbole assez assez universel maintenant, ce petit pouce-là. Donc, votez pour vos questions préférées. Okay, so today we have three awesome panelists. They're not only amazing people, but they're also great resources when it comes to official languages. Donc, je vais vous les présenter. Aujourd'hui, on a avec nous Ginette Leblanc. Pas de relation, moi puis Ginette. Il y a juste beaucoup de Leblanc au Nouveau-Brunswick. Ginette est une conseillère principale en ressources humaines, responsable des langues officielles au sein de l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique. So Ginette's a senior HR advisor at the Atlantic Canada Opportunities Agency. Merci d'être ici, Ginette. We also have Charles Takert. Charles is a senior regional engagement agent at the Office of the Commissioner of Official Languages of Canada. It's a mouthful. In their Quebec Regional Office. Donc, Charles nous joint du bureau régional du Québec du Commissariat aux langues officielles du Canada. Donc, merci d'être ici, Charles. Et finalement, nous avons Mélodie Blais, gestionnaire des compétences du secteur public et du gouvernement du Canada à l'École de fonction publique du Canada. Donc, thank you for being here with us, Mélodie. Mélodie is a manager joining us from the Canada School of Public Service. So thanks to all three of you for joining us today to talk about official languages. Okay, let's get to the questions. I have a few questions already prepared for panelists, but again, if you have any questions, please don't hesitate to submit them in the Q&A section. So, s'il vous plaît, soumettez vos questions aux panélistes. Ils sont là pour répondre à toutes les questions que vous avez en lien avec les langues officielles. Donc, la première question, je vais l'adresser à Charles, juste parce que Charles travaille au commissariat aux langues officielles. Donc, j'imagine que c'est lui qui a un petit peu plus de connaissances quand ça vient aux droits et aux obligations de la loi sur les langues officielles. So Charles, I think most of us are aware that there are rights and obligations under the Official Languages Act, but could you tell us quickly what they are and how can we go beyond rights and obligation? Can you talk to us a bit about values and respect when it comes to official languages? Donc, nous parler un peu plus des droits et obligations, mais comment on va au-delà? Thank you, Catherine. That's an excellent question. I'm not sure that everyone is aware of their rights and responsibilities. I think as we received over 1,000 complaints last year, but we've been called upon lately to do a lot of presentations to institutions, and I think that's a good thing. But your supposition is right. I think a rules-only based approach has not given us results. So I think what we need to do is take the discourse away from simply speaking about official languages as a mere set of obligations, but take it to the deeper level of values. And while a better awareness of the how is very much necessary, but I think the why is the more foundational piece. And that's the piece that I think that often gets missed when we're speaking about official languages, especially in the onboarding of new employees. Last week on Linguistic Duality Day, the theme was Linguistic Duality, a symbol of inclusion.
at the heart of Canadian values. Time to celebrate our two official languages, but I think every day is really a day to celebrate linguistic duality. They are at the heart of Canada's linguistic diversity, along with Indigenous languages and other languages spoken by members of our cultural communities. And I think as public servants, we have a responsibility to make sure that both of these languages are spoken and that we're able to serve the public in their official language of choice. A lot I could say about these questions. Perhaps, just here, I'm just going to put a simple plug in, a bit of shameless promotion. We have tools on our website. We have actually a portal for public servants at officiallanguages.gc.ca, languesofficielles.gc.ca. And there, the portal is a bunch of tools, resources, studies, and other links that we have that are very practical resources for public servants. But if we are, as you asked, Catherine, just a recap of some of our responsibilities as public servants. As a public servant, if our position is bilingual, we probably have one of three responsibilities: service to the public, supervision, or the provision of a central or internal service. So in the public service, we speak of individual bilingualism and also institutional bilingualism. Not every public servant has to be bilingual, even though they might work in a bilingual service point. However, the institution at a bilingual service point must ensure that the service is offered to Canadians in the official language of their choice at all times, equally, actively. And so those are important concepts. When I say actively, I mean we offer it by saying bonjour, hello in Quebec, hello, bonjour in the rest of the country, or other form that indicates to the person that's come that we offer services in both languages. Also, when I say equally, I mean even during vacation time, breaks, lunch, sick days, whatever, we offer our services at all times. And I think that's the institutional component that the managers are responsible for, to make sure we have staff to do that. There are 11,000 federal service points across the country. 34% of them are bilingual. So that's nearly 4,500 service points that are bilingual across this country. So it's very important that we have the number of people that are required to offer services to Canadians. 42.7% of all federal positions are bilingual. And that number goes up. For example, in the National Capital Region, 65% of the positions are bilingual. In Quebec region, 67% are bilingual. In New Brunswick, 49.9%. So, that's a lot of positions that require bilingualism. And, throughout the country, positions of ADM and a good number of EX positions are bilingual as well. And then there's a whole notion of language of work. How do we relate to one another in the workplace, which is so important? And that's where it calls upon a great deal of our values, because the Treasury Board guidelines, the Act, they talk about the expectations, but they don't necessarily go into detail how to get there. So it takes a lot of judgment and goodwill, and again, back to our values. So, vivre ensemble, generosity, inclusivity, openness, receptivity, a little, give and take. We have like a moral duty to ensure that our workplaces reflect linguistic duality. And I just want to end on this question on two things. To think that language is a competency. Most of our positions require a specific knowledge or specific degree, but language is a competency as well. It's never too early to start thinking about it. The largest employer in the country and the largest employer of bilingual workers is the Government of Canada. So we need to partner with our schools and our post-secondary institutions to make sure we're preparing people for public service positions. And just the final thing I want to say in this question, 2 or 3 weeks ago, probably like most of you, I participated in a number of Pride Week
conferences. And one particular one stands out, and it's a line from a panelist named Joanne. And the discussion was about pronouns. And once you've expressed your preference, it's disrespectful to use something else. And she ended by saying, "My name is Joanne, don't call me Sally." And it's so with official languages as well. I think in regions where I have the choice to work in my official language of choice and I've stated my preference, then I think it's disrespectful to totally disregard that and send messages or hold meetings in just one language only. And I think we have a lot to share. The LGBTQ community, official languages, equity groups, and all kinds of things. So there's so much meat here, but I'm going to stop because I know you have questions for the other panelists too. Yes, thanks, Charles. Donc, Charles nous disait juste que c'est pas juste la loi sur les langues officielles, mais tous les règles qui entourent, c'est pas juste des obligations, mais c'est aussi, faut se questionner sur le pourquoi, c'est quoi les valeurs qui entourent les langues officielles pour nous comme fonctionnaires, mais comme personnes aussi, j'imagine. Les langues officielles font partie, sont au cœur des valeurs de la fonction publique, de la société canadienne aussi. Donc, ça fait aussi partie de la diversité, puis d'être inclusif, puis tout ça. Donc, c'est un peu ce que Charles nous disait au début de sa réponse. Puis ensuite de ça, il a fait un peu le lien entre, faire la différence entre du bilinguisme individuel, du bilinguisme organisationnel. Donc, il faut faire la différence entre les deux. Il nous a parlé de ressources aussi. Puis, il faut voir aussi la langue ou les langages, ou les langues, je devrais dire, comme des compétences qu'on peut acquérir n'importe quand dans notre vie. C'est pas trop tôt, c'est pas trop tard. Donc, je pense que les panélistes auront peut-être des réponses aussi par rapport à ça, de comment on peut aller chercher de la formation linguistique, puis comment on peut développer ces compétences dans l'une ou l'autre des deux langues officielles du pays. You're good, Catherine. That was quite a summary. Wonderful. I must admit, I cheated a little bit. I have a paper and I'm writing everything you're saying, so I'm trying to keep up, and we'll discuss this practice probably that I'm doing right now is taking notes of what Charles is saying in English and then trying to briefly summarize in French, but we'll get to it later on in our questions. So I'm going to go to Ginette actually, because Ginette is our HR expert. Anyways, to me, you're the HR expert on this panel. So with virtual and dispersed teams, what would be some best practices on conducting meetings that are taking part everywhere in the country? Donc, ce que je pose comme question à Ginette, c'est avec les équipes virtuelles, on n'avait pas juste ça maintenant avec COVID, mais avant la pandémie, il y avait des équipes virtuelles. Donc, c'est quoi les meilleures pratiques concernant la conduite d'une réunion ou participer à une réunion où est-ce qu'il y a des gens qui se trouvent dans plusieurs régions du pays? Et comme Charles mentionnait, ce n'est pas toutes les régions du pays qui sont bilingues. Donc, comment on fait pour gérer tout ça comme personne participante, mais aussi peut-être comme gestionnaire? Donc, loaded question, mais qu'est-ce que tu peux nous répondre à ça, Ginette? OK. Fait que merci beaucoup pour cette question, Catherine, puis bienvenue aux autres membres des panélistes aussi et les participants. Thank you, Catherine, for this question. Je vais répondre à cette question en français, puis par la suite, je vais faire un petit résumé en anglais. Ça fait que Catherine fera une petite pause. But before starting answering the question, I would like to challenge the participants. And this is not an official test, it's a personal challenge. I'm not going to evaluate you or anything. So I would just like to challenge you on, so for people that their first official language would be English, when we speak French here today, try to capture and try to see how much you can capture at the end when we provide this summary, if it makes sense to you, and vice versa. So for people that have French as their first official language, when we speak English here today, try to see what you're capable of understanding. So this is just one little tip for maintenance, because that's all it is about today, a lot of the subjects. So
Alors, je vous lance un petit défi. Fait que ceux d'entre vous qui ont la langue anglaise comme première langue officielle, essayez de faire des efforts lorsqu'on va parler français, de voir combien que vous êtes capable de retenir et vice-versa. Pour ceux et celles parmi vous qui ont le français comme langue première, essayez de voir lorsqu'on parle en anglais, voir combien vous pouvez en retenir. Puis là, de là, ça, c'est un petit truc comme pour faire les maintiens des acquis. Fait que j'espère que vous êtes au défi pour aujourd'hui. Alors, la grosse question, équipe virtuelle et dispersée. Comme que Catherine l'a bien mentionné, ces équipes virtuelles et dispersées à travers le Canada existaient bien avant la pandémie, mais c'est certain qu'avec la pandémie, ça a forcé l'ensemble de la fonction publique de travailler de façon virtuelle. Alors, dans les régions désignées bilingues, au fin de la langue de travail, les employés ont le droit de travailler et de se faire superviser dans la langue officielle de leur choix. Et ceci inclut la participation aux réunions. Alors, vous pouvez trouver la liste de régions désignées bilingues sur le site web du gouvernement du Canada, puis on va aussi vous le partager sous peu comme ressource dans le chat ou le clavartage. Puis la raison que je vous parle des régions désignées bilingues, c'est pour vous faire réaliser que si vous avez des participants ou des employés qui font partie des régions bilingues, que c'est très important d'offrir, comme que Charles nous a mentionné, il faut offrir les participants et les employés de pouvoir s'exprimer dans la langue officielle de leur choix. C'est une question de respect. Puis la clé de tout ça, c'est le leadership de celui ou celle qui préside ou co-préside les réunions. Là, je parle de co-présider parce que ça se peut que le gestionnaire ou la personne responsable n'est pas à l'aise dans les deux langues officielles, puis c'est tout à fait correct. Cette personne peut demander de l'aide, fait que soit auprès d'un collègue ou d'une collègue, puis de là, s'assurer la transition de l'anglais et le français. Fait que c'est très important, comme que Catherine l'a si bien fait au début de cette rencontre, de bien donner le ton à la réunion. Ça fait qu'on s'assure que l'invitation et tous les documents pertinents sont disponibles dans les deux langues officielles en même temps. Annoncer dès le début que la réunion, dès le début de la réunion, que les participants ont bien le droit de s'exprimer dans la langue officielle de leur choix. Résumer les points clés ici et là si nécessaire en utilisant le français et l'anglais à tour de rôle. Inviter les participants à poser des questions et demander pour des clarifications si nécessaire. Puis aussi, c'est important d'accorder la même importance à toutes les idées, peu importe dans quelle langue elle a été suggérée. Ces bonnes pratiques aident et maximisent la participation de tous, les employés et les participants. Et on sait toutes que la plupart du temps, le fait qu'une personne puisse s'exprimer dans la langue officielle de leur choix, ils sont beaucoup plus productifs ou productives. Fait que c'est certain que cette liberté nous permet d'être plus productifs. Puis, une autre chose, c'est que ça permet d'être plus, d'augmenter la compétence en langue seconde parce que les employés sont exposés à leur seconde langue officielle. Puis ça fait preuve de respect envers les personnes présentes. Fait que ce sont d'excellentes occasions de favoriser un environnement bilingue pour le peu de temps supplémentaire qu'il vous faudra, c'est nécessaire pour que tous les participants se sentent les bienvenus. Ça fait que maintenant, je vais juste résumer ça rapidement en anglais. So now I will summarize in English. So as you know, virtual teams and virtual teams and teams that were dispersed everywhere around the country existed prior to the pandemic. However, the pandemic forced the whole of the public service to work virtually. In regions designated bilingual for language of work, language of work purposes, employees have the right to work and to be supervised in the official language of their choice. And that includes participation in participation in meetings as well. So the list of
of region designated bilingual is available on the Government of Canada website and will be shared with you shortly in the chat, or maybe it already has been. So it is important to know that if you have participants or employees from bilingual designated regions, that you must offer and give the participants the freedom to express themselves in the language of their choice. It is a question of respect. The leadership of the chair and the co-chair is key. So I'm talking about co-chair here because it can happen that the chair or the manager might not be comfortable to speak in both official languages. So they can ask a colleague to help them with the transition between the English and the French. And it is important to set the tone of the meeting so participants know what to expect. This being said, send the invitation and the pertinent documents in both official languages at the same time. Announce at the beginning of the meeting that all participants can use English and French. Provide ongoing summaries if needed and alternate between English and French. Invite people to ask questions when needed, and treat all ideals equally regardless of the language it was suggested. These quick tips optimizes participation of all employees and participants. And as we all know, when we can express ourselves in the language of our choice, we are often more productive. And it also helps with the maintenance of employees' second official language, as they are exposed to both official languages, and shows respect for everyone present. Meetings are excellent opportunities to promote bilingual work settings, even though it can take a little bit more time. It is well worth making all participants feel welcome. So thank you. Merci, Ginette. Merci beaucoup. Thanks for that answer. I'm looking at the questions that I have, and I'm trying to see which one fits or which one continues best with what Ginette just shared. So I think I was going to skip one, but I think I'm going to go back to Charles for a second. And you mentioned it in your first intervention, where you talked about respect, values, inclusivity. But I remember when we had this conversation about this topic, you also mentioned linguistic insecurity. And I think that what Ginette's bringing up in her intervention of being respectful and being inclusive in our meetings of people that speak French and English, and the choice of speaking in one or the other language. Can you talk to us quickly, or just a little bit more about linguistic insecurity, maybe what it is and how we can help people kind of go through it? Donc, je demande à Charles de juste nous parler un peu de l'insécurité linguistique, parce que je pense que ça fait un peu le lien avec ce que Ginette nous disait, d'être respectueux dans nos rencontres, mais aussi de ce que Charles disait au début, d'être respectueux et inclusif quand ça vient aux langues officielles. Donc, avant d'aller dans les questions plus pointues sur la formation, tout ça, mais je vais demander à Charles de nous parler un peu plus d'insécurité linguistique. Oui, en effet, l'insécurité linguistique peut se décrire comme le sentiment de malaise, d'inconfort ou d'anxiété ressenti lorsqu'on utilise ou tente d'utiliser sa première langue ou langue seconde. Donc, elle peut avoir un effet négatif sur la confiance ou l'aisance de la personne parce qu'elle a la perception de déranger les autres ou de déroger aux normes et principes établis. On a eu un sondage en 2019, puis qu'on a publié en janvier dernier. Au fond, les principaux résultats de sondage se résument ainsi. Les langues officielles sont importantes pour les fonctionnaires qui travaillent partout au Canada. De nombreux répondants, francophones comme anglophones, veulent avoir plus d'occasions d'utiliser le français au travail. Et certains répondants francophones et anglophones veulent aussi avoir plus d'occasions d'utiliser l'anglais au travail, surtout dans les bureaux où le français prédomine. Mais c'est surtout un problème dans les bureaux du gouvernement fédéral, dans les régions visées par la partie 5, comme Ginette a mentionné, là où il y a vraiment le droit d'utiliser l'un ou l'autre langue officielle. Donc, l'insécurité linguistique en français, langue première, et français langue seconde est un défi important dans toutes les régions étudiées, principalement en ce qui trait à l'expression orale, mais aussi dans l'écriture et à la demande de supervision dans cette langue.
L'insécurité linguistique en anglais, langue première, est souvent plus courant au Québec. Puis les raisons de l'insécurité linguistique dans la langue première et la langue seconde sont différentes, mais les raisons sont interreliées. Les répondants qui se sentent mal à l'aise d'utiliser la première langue officielle sont souvent préoccupés par les inconvénients causés aux autres. Et les autres sont mal à l'aise d'utiliser leur langue seconde, sont préoccupés par le fait, ils ont la crainte d'être jugés. Et nous avons identifié, surtout pour les gestionnaires, quelques astuces pour contrer un peu le phénomène de l'insécurité linguistique. Donc, utiliser activement le français et l'anglais lorsque les gestionnaires s'adressent aux employés, encourager les employés à s'exercer, à utiliser leur langue seconde au travail, donner aux employés l'accès à la formation, des possibilités d'apprentissage de leur langue seconde et aussi des occasions d'amélioration et de maintien de leurs acquis. Et je vais laisser Mélodie parler de ça, mais aussi encourager les employés à éviter de passer à la première langue officielle des apprenants de langue seconde qui tentent de s'exercer. Et aussi d'encourager la pratique consistant à surcorriger ou de commenter fréquemment le français ou l'anglais imparfait d'un apprenant de langue seconde. Parce que les erreurs, on en fait tous et toutes. Puis je pense que c'est très important. C'est un phénomène, l'insécurité linguistique, et souvent, c'est les deux choses. It's either a question of legitimacy or capacity often. And do we feel that it's right to speak our language in a certain environment? Do we have the opportunity to do that? Is it welcome? Or are we just too afraid to even try because somebody's going to judge us by our errors? And I think we all maybe need to take a little moment right now. What is our own personal experience in using our first or second language at meetings? And both the phenomena are present where it's a question. Sometimes people don't feel it's legitimate. It goes against the norms that they have come to understand, or they feel they're bothering somebody. And so it's a very complex thing, but it's something that, that's very important. And I think as public servants, we all have a role to play here in making the environment conducive to the use of both official languages. Thank you, Charles. I was writing stuff to do my little summary, but you did a very, very quick summary at the end of your answer. But yes, you were talking about the negative impacts of linguistic security or insecurity, I should say. But you are right. It's a hard habit not to try to switch to accommodate someone. I heard that in a presentation once that we're too nice. Canadians are too nice, and we always try to accommodate the person we're talking to. So if we see someone struggling in French or in English, we'll switch to try to accommodate not accommodate them, but help them out. Or we're doing it because we're trying to be nice, but for someone that's trying to learn French or English, could be frustrating. So I try not to do that anymore. So, but yeah, so Charles did a very good summary of what he was mentioning, but as he was saying that, we need to, we need to start being more respectful of one another. Did you want to add something, Charles? Yeah, just another shameless plug. Yeah, go ahead. If you go to our website in the portal for public servants under resources and tools, there is a list of 10 practices, 10 best practices, leadership practices to encourage the use of both languages in the workplace to create that conducive environment. Awesome, thank you. Thanks. That's a great plug, Charles. Merci beaucoup. Et donc, tous les liens, toutes les ressources qui sont mentionnées par les panélistes vont être soit ajoutés dans le chat
ou ils seront aussi disponibles sur la page wiki du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, là, dont là où il y avait le lien pour s'inscrire à la session d'aujourd'hui. So all of the resources that you hear will be available to you either. Yep, Marcella just popped the link in the chat. So all of the resources will be available on that page, everything that's been mentioned by Charles and Jeanette and Melody as well. So now I'm going to go to Melody and we're going to try to gear our questions more towards, because I know I saw that in the questions or the Q&As, people are starting to have questions on training, where can I get it, when can I get it? And so Melody's from the, like I mentioned, the Canada School of Public Service. So Melody, where can one get language training in the public service? And does the employer have to provide language training? Est-ce qu'on peut avoir accès à de la formation linguistique ou est-ce qu'on peut la trouver? Puis, est-ce que l'employeur doit fournir une formation linguistique? So in which case would that happen? So, je te laisse la parole, Mélodie. Yeah, sure. Yes, so language training. So right now, the way it works in the public service, it's decentralized. So every department is responsible to determine how they will provide language training. I would assume most departments have language training in a different format. But I mean, employers are not necessarily obligated to provide language training unless employees are in a non-imperative position. So departments can opt for different ways to have language training. Some of them will have their own school inside the departments where they have teacher on site, and they will offer full-time training, part-time training, depending. We'll talk later on how the department determine who gets like full-time or part-time training. Or, you know, some departments will go with PSPC standing offers. So PSPC established standing offers. They have qualified second language schools that are private sector, and often they will get contract there and will provide language training that way. There's probably other modalities that are being offered in different departments, but that's mainly how it goes. In terms of language training, I mean, not all employees in the department can have access to language training. So I think it would be useful for me to give a couple tips maybe to work on your language skills outside of language training, because you have the formal language training setting, that's good, but we can all do a little bit on our own and learn. Actually, this is how I learned English. I never went into a formal setting. I got into the government. I think I had like a little B level, and just by using it, of course, we talk about language insecurity at first. Even now, I'm speaking English, but I'm still nervous when I speak English. But the best way to learn, to maintain, and to even ameliorate your second language, it's really to use it. We do have tools that are, I think, being put in the wiki page on the Canada School of Public Service website. So we have different tools for language maintenance, for the level B, for the level C. But the best way to really maintain and ameliorate your second language is really using it as much as you can. You know, earlier we talked about, you know, sometimes we try to use our second language and then people notice that it's not our first language and they will switch to our first language to accommodate or for whatever reason that Charles mentioned. And I think it's a good idea to, you know, just tell people, I'm practicing my second language and I want to get better. Please help me by, you know, talking to me in my second language. And sometimes you get with a person that also wants to practice their second language, and you can all decide that you will both speak your second language and practice your together. It's really important to seize all opportunities to use your second language and
do it as fast as you can, because the longer you wait, usually the higher the anxiety will grow. Especially if you've had language training and you're coming back to the workplace and you're like scared to use it. It's better to like just jump in. You know, it's like you're jumping in a cold swimming pool. Do it all at once, and you know, then you'll be in the water, and you'll make mistakes, but it's okay. We all make mistakes. Even in our own first official language, we make mistakes. So yeah. I think I've answered pretty much the question about language training. I'm sorry, there's no like big answer that, you know, this is the way and you'll get language training, but yeah. Merci beaucoup, Mélodie. Thanks for that answer. So, Mélodie, elle nous disait juste que chaque département décide vraiment, en gros, ça se résume à chaque département décide de leur propre façon de donner ou d'offrir de la formation linguistique. Donc, il n'y a pas une façon qui est commune à tous. Il y en a qui vont offrir des cours à l'externe ou avec des écoles privées ou des tuteurs, des enseignants, des formateurs, formatrices privées. Il y en a d'autres qui vont le donner à l'interne. Donc, ça dépend vraiment de votre organisation, de le ministère où est-ce que vous vous trouvez. Donc, de poser la question, d'essayer de voir où est-ce que vous pouvez trouver ces ressources-là pour vous informer, à savoir si vous pouvez avoir de la formation linguistique, puis avoir la conversation peut-être avec votre superviseur. Mais aussi à mentionner à la fin que c'est important une fois qu'on a un peu de formation, une fois qu'on a un peu des acquis, il faut les maintenir, il faut continuer à pratiquer. Donc, trouver toutes les opportunités, peu importe c'est quoi. Si je peux me permettre, dans mon passé, j'offrais des présentations dans les écoles. J'ai côtoyé Charles un peu dans ce domaine-là. Puis on disait souvent aux élèves de faire n'importe quelle activité qu'ils font en anglais ou en français dans l'autre langue officielle. Donc, tu peux faire, si tu fais de la lecture ou si tu es capable de lire en français, c'est ça que tu veux pratiquer, lis en français. Si tu veux regarder un film, écouter de la musique. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça pour pratiquer notre autre langue officielle. So I was just saying, I'm just going to resume myself now. I'm just going to briefly summarize myself that there's any way is a good way to practice your other official language, regardless you're working on your English, on your French, read a book, watch a movie, listen to music. There's a lot of things you can do to practice. So, and I think that's one of the main things that we hear oftentimes. I'm going to go again to Mélodie just because we were talking about linguistic training or language training. How do departments determine who can go on full-time language training? So I don't know if that's an answer you can give us, or if, again, it depends on the department. Donc, qui peut aller à temps plein en formation linguistique? Ça dépend vraiment des ministères. Il y a vraiment différentes modalités dans différents ministères. Il y en a qui ont formation à temps plein et formation à temps partiel. Il y a des gens qui ont seulement formation à temps partiel. Il y en a qui ont établi des listes de priorités, c'est-à-dire donc les gens, par exemple, qui ont des nominations dans des postes non impératifs. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être, pour expliquer un peu le jargon, c'est quand on accède à un poste pour lequel on n'a pas besoin d'être bilingue avant d'avoir accès au poste. Il n'y en a pas beaucoup dans la fonction publique, mais ça peut arriver. Donc, c'est ça. Donc, pour les postes, donc ça peut être de la formation à temps plein, mais il y a aussi, par exemple, il y a des ministères qui vont faire de la gestion de talent, ils vont donner de la formation à temps partiel ou à temps plein. Encore là, ça dépend des ministères. Si les gens ont des plans de gestion de talent ou des fois, c'est vraiment juste par intérêt. Il y a des ministères où quand il y a des gens qui sont intéressés, ils vont leur offrir de la formation à temps partiel. Habituellement, ce n'est pas à temps plein, mais à temps partiel, quelques heures par semaine. Puis, il n'y a rien qui empêche les gens de poursuivre cette formation à temps partiel et d'en faire plus aussi. La meilleure manière de vraiment déterminer comment votre ministère fonctionne, c'est vraiment d'en parler avec votre superviseur. Moi, j'encourage tout le monde à le faire. Puis, tu sais, je pense que ça démontre un intérêt aussi à participer dans l'autre langue. Puis ça, c'est toujours comme bienvenue dans la fonction publique, surtout quand on est dans des bureaux qui sont bilingues. Donc, ça permet un peu à tout le monde de parler leur langue, première langue officielle. Donc, plus les gens sont bilingues, plus ça donne
espace de travail où les gens peuvent utiliser leur première langue officielle ou leur deuxième quand ils veulent se pratiquer. Excellent, merci beaucoup. So again, it depends on the department and how they choose or how they have their things organized to offer full-time or part-time linguistic or language training, I should say. It'll depend on if there's a list of priority or if people have talent management plans. And sometimes if you have the conversation with your supervisor, sometimes it's just based off of interest. So if you're showing that you're interested in going to a language training, and then you make this known to your supervisor, you may get that language training. So just have that conversation. So Melody was really encouraging everybody to have that conversation with their supervisors. Next question, before we go to the questions, there's a few questions from the participants. So before we go there, I'm going to ask Jeanette to talk to us a little bit more about the second language evaluation. So we were talking about language training. At the end of language training, usually there's an evaluation to see if you're meeting either requirements for your position. So est-ce que tu peux nous parler un peu plus des évaluations de langue seconde, puis c'est quoi les notions de base, de la compréhension de base qui entourent les SLE ou les ELS? Oui, so thank you, Catherine. Merci, Catherine. So this time I will answer the question in English first and summarize in French, and then and the challenge still applies, by the way. Fait que le défi s'applique toujours. Je vais répondre en anglais en premier et suivre avec le français. So these evaluations that are some kind of test, as Catherine was saying, are used to assess the proficiency levels of public servants for their general second language qualification as it relates to written comprehension, written expression, and oral expression. These evaluations are prescribed by the Public Service Commission of Canada and are deemed valid for 5 years. However, if you receive an exemption, you don't need to do another SLE second language evaluation, as you are deemed to be at a level of bilingualism that is acceptable and would be able to maintain throughout your career. And they are deemed valid for 5 years. There's a little caveat there as well. If you remain in your substantive position, you can extend the validity as long as you don't change position. However, as soon as you apply for a new position or change position, your SLEs are only valid for 5 years. And because of the pandemic, the Public Service Commission did offer a few flexibilities for departments, and all of these, I'm not going to go in details for these flexibilities, but they are all accessible on the Public Service Commission website, which Marcella will probably share in the chat very shortly. So as you know, the public service has 4 types of language profiles for positions. So you have personal language profiles, and then you have bilingual positions with language profiles as well. But we also have unilingual English position, unilingual French positions, and reversible position, which are English-French, and bilingual positions. So in the bilingual position, that is the area where you will see different levels. Usually you would most likely see level B's and C's or a mix of both. However, on the qualification standards, where that is where you would the qualification standard explains the different types of levels and what is required. So a level A being the lowest level, and then the B, the C would be the highest level. And we also have code P that exists, but those code P is more for a technical and a specific language qualifications and requirements, more for editors, translations, and etc. And the code P is not prescribed by the Public Service Commission. So the linguistic profile of the position is identified objectively
and must be relevant to the duties and responsibilities of the positions as it relates to communication with and services to the public, as well as for the language of work. So the language profile of the individual must be the same or higher of the linguistic profile of the position to be able to meet the bilingual position in question. So just a quick summary in French. Ça fait que premièrement, ELS, évaluation de langue seconde, ce sont des évaluations ou des tests utilisés pour évaluer le niveau de compétence linguistique générale des fonctionnaires fédéraux dans la seconde langue officielle, pour ce qui est de la compréhension écrite, l'expression écrite et l'expression orale. Ces évaluations sont prescrites par la Commission de la fonction publique du Canada, sont valides pour 5 ans, sauf si vous avez reçu une exemption, qui veut dire que vous n'aurez pas besoin de refaire vos évaluations parce que ça a été jugé que vous avez les compétences à un niveau suffisant au niveau de votre langue seconde pour le reste de votre carrière dans la fonction publique. Il y a aussi, en raison de la pandémie, la Commission de la fonction publique a prescrit des mesures temporaires pour ce qui est trait des évaluations de langue seconde. Je ne vais pas aller en détail pour ces mesures, mais ils sont tous disponibles sur leur site web. Fait, comme vous le savez, la fonction publique a 4 types de profils linguistiques. Il y a des profils linguistiques des postes unilingues anglais, unilingue français, réversible anglais-français et aussi les postes bilingues. Puis c'est dans les postes bilingues là où on va voir les différents niveaux. La plupart des postes sont à des niveaux B ou C ou un mélange des deux. On ne verra rarement un niveau A, mais le niveau A, c'est le plus bas. Le niveau C, c'est ayant le plus haut. Il y a aussi la cote P qui existe, mais ça existe plus pour des compétences linguistiques techniques et spécialisées, comme des traducteurs, traductrices ou des éditeurs, éditrices ou des rédacteurs, rédactrices. Puis la cote P n'est pas prescrite par la Commission de la fonction publique. Fait que le profil linguistique d'un poste est déterminé de manière objective et doit correspondre aux fonctions et responsabilités du poste en question, en ce qui a trait aux communications avec le public, à la prestation des services et à la langue de travail. Alors, le profil linguistique personnel de la personne doit être au même niveau ou plus élevé que le profil linguistique du poste en question. Fait que merci. C'est excellent. Merci beaucoup, Ginette. En fait, sur le même sujet, il y a quelqu'un qui... Là, on a fini nos questions pour les panélistes, mais là, je vais aller aux questions des participants. So I'm going to go with questions that were submitted by participants. And just because we're talking about SLEs and language qualification, not qualification, classification. Il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce que les résultats d'un premier test, non, est-ce que les résultats d'un deuxième test viennent contrer les résultats d'un premier test? Donc, par exemple, je fais un examen, j'ai une cote BBB, puis là, ensuite, je fais un deuxième test pour essayer d'améliorer cette cote-là, et là, une des lettres descend à A. Est-ce que le deuxième passe par-dessus le premier, c'est ça? Oui. Fait que celui-là qui est le plus courant, c'est celui-là qui va compter. Fait que dans ces situations-là où on a voulu, ou qu'on a soit fait partie d'un processus de dotation ou qu'on a fallu aller refaire nos évaluations et on descend une lettre, on a 30 jours après, la Commission de la fonction publique va vous laisser refaire le test, mais après 60 jours, si que vous n'avez pas atteint la lettre ou le niveau du poste dans les exigences du poste, vous risquerez de perdre votre primo-bilinguisme. So it's always the most recent evaluation that counts. And if your letter goes down, you could risk losing your bilingual bonus. However, you can redo your test every 30 days, but after 60 days, if the level has not, if you have not met the requirement of the position, you might lose your bilingual bonus.
Thank you. Merci. Merci. Oh, Mélanie, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'est ça. Ben, je voulais juste dire, c'est pour ça que c'est important de maintenir notre langue Oui. seconde et de l'utiliser, justement pour éviter que, bon, si on se fait tester dans 5 ans, si on veut changer de poste, qu'on perde notre niveau linguistique. Donc, ça peut arriver. Donc, c'est ça. Okay, merci. Another question that we got is someone mentioning that they're part of a bilingual team, and most of the rest of the team has French as their first official language, and they find that sometimes the conversation goes quite fast, and they have asked to get more clarifications and get a brief answer on what was said during the meeting, and they kind of got in trouble for that, and they're wondering, is there any other way that they could have handled the situation or requested information a different way? So maybe I don't know, maybe I can ask Charles for guidance on this question. I'm not sure I have a whole lot of guidance. I guess it's about personal relationships as well. I mean, there sometimes, I mean, if you've got into trouble for asserting your rights or even asking for clarification, there might be a communication issue that needs to be resolved here too. I guess you don't want necessarily go towards a complaint necessarily, but can it be resolved at a more lower level, maybe with speaking to your manager, or maybe the manager was the one who kind of got you in trouble? I'm not sure, but I think we have to perhaps maybe develop a team charter, look at having a shared set of game rules. At meetings, we're going to speak in both languages, and we're going to use perhaps some of the practices that Jeanette talked about a little earlier with holding a bilingual meeting. You can find some of them again on our website. We offer a workshop on holding a bilingual meeting, and also bilingualizing basically your workplace. But ultimately, it's the manager, the team that's responsible for ensuring that he or she creates an environment that's respectful to the use of both official languages. Donc, je pense que peut-être une des solutions, peut-être avoir une charte, proposer peut-être avoir une charte de groupe. Donc, dans les réunions, on va parler des 2 langues officielles et emprunter peut-être quelques pratiques dont Ginette a parlé tantôt, qui aussi se trouvent dans notre portail des fonctionnaires sur le site Internet du commissariat aux langues officielles. Mais aussi, il y a d'autres moyens, peut-être, on peut s'entendre qu'il y aurait quelques peut-être journées, on va parler dans une langue, on va parler dans l'autre langue, mais s'il y a des problèmes de peut-être de communication, essayer de trouver une solution qui est acceptable pour tous les parties, mais peut-être juste avoir une charte d'équipe peut peut-être vouloir montrer certains problèmes. Parce que l'environnement de travail, c'est délicat. C'est avec nos collègues qu'on passe la plupart de notre journée. So we need to come to a vivre ensemble. What can we do to make this workplace a place that everybody feels respected, everyone feels included? And so again, we need to go back to the values. We need to, what are the values that bring us together as a team? What do we all agree to? What do we adhere to? Donc, la question de valeur devient très primordiale dans le règlement de ces conflits-là dans l'espace de travail. Excellent. Merci beaucoup, Charles. Je vais aller à une prochaine question. Someone is asking, how do I break out of my English essential box? I want to work on my French, but I find opportunities to access exams and classes hard because I am in an English essential position. Mélodie, peut-être, si c'est quelque chose que tu peux répondre, is that something you can answer? Am I putting you on the spot? En fait, là, je sais pas, ça a l'air d'être plus quelque chose de ressources humaines dans son ministère. The question was in English, sorry, right? Yeah, no, that's okay. Yeah, okay. So yeah, I think the person should maybe talk to their manager about this.
the manager could help the person find opportunities to, you know, work on, maybe they have projects with other teams, or, you know, where there is more bilingualism, or they can also do it, you know, from tools that are available. I mean, there's the Morel, that's really a good tool that they can download on their phone and use it. But I would say the best option would be to talk with their supervisors to see if they can, you know, give them tasks that are, you know, in different teams or with other colleagues that are, you know, in French position or, you know, bilingual positions. Merci. Donc, ce que Mélodie répondait à cette question-là, la question en fait était comment je fais pour sortir un peu de ma boîte de anglais essentiel. C'est difficile à trouver des différentes opportunités. Puis Mélodie nous disait d'utiliser les ressources, d'avoir une conversation avec son superviseur, puis de voir si c'est possible d'avoir accès ou de joindre des équipes de façon temporaire là, pour travailler sur des projets ou des opportunités comme ça à l'intérieur du ministère ou à l'intérieur d'une branche ou d'une équipe où est-ce qu'on peut pratiquer, peut-être pas nécessairement pratiquer, mais aller chercher d'autres connaissances en français. Donc, dans le cas de cette personne ici, c'est en français. Puis, elle a aussi mentionné l'application Moril, qui est une application qui a été créée par, je pense, c'est Patrimoine canadien en collaboration avec Radio-Canada. Donc, c'est une application qui offre différentes ressources et différentes opportunités pour pratiquer l'une ou l'autre langue officielle du Canada. Donc, il y a plusieurs ressources sur cette ressource-là. Donc, the Moril app is a very good app to download if you're looking to practice or use or find any resources on both official languages. Merci là-dessus, Mélodie. Il nous reste 3 petites minutes. We have 3 little minutes left to our session. So thank you to everybody that submitted a question. Sorry we didn't get to all of them, but I'm going to ask the panelists to give us one last piece of advice. So keep it short and sweet. One last piece of advice to an employee that has some language skills in one or the other language, but would want to improve. Donc, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un employé qui possède certaines compétences, mais qui veut s'améliorer en matière de langues officielles? So maybe I can start with Mélodie. OK, donc moi, mon conseil, ça serait vraiment de saisir toutes les occasions que vous avez d'utiliser votre langue seconde. Puis je sais qu'au début, c'est difficile, puis c'est plus long. Si on fait une présentation dans notre langue seconde, c'est plus long. Mais faites-le, puis vous allez voir, ça vaut la peine, parce que plus on utilise, plus on s'améliore. On parle souvent de language maintenance, c'est du maintien de la langue, mais vraiment, on devrait changer ça pour utilisation de la langue seconde. Voilà. Excellent, merci beaucoup, Mélodie. Charles? You have a responsibility for your own language learning, so think early. Donc, l'apprenant au cœur de son apprentissage, don't wait to see your dream job posted. By then, it's probably too late to think about language learning. And when you learn it, use it, practice it, speak in your second official language when the opportunity presents itself. Don't let insecurity get in the way. Excellent, thank you, Charles. And finalement, Ginette. C'est un peu comme que Charles vient de dire et Mélodie l'avait mentionné plus tôt dans un de c'est de l'apprendre le plus tôt possible. Puis, parce que parfois, quand on met toute notre énergie au niveau de la compétence et de l'expérience, au niveau du poste de notre rêve, au niveau des expériences de travail, mais vous pouvez avoir toute l'expérience de travail que vous voulez, mais si votre poste de rêve est bilingue, il faut avoir la compétence dans les 2 langues officielles. So, as early as you can, try to learn the second language and to maintain and practice. Excellent. Thank you. Thank you, Ginette. Merci beaucoup, Ginette, Charles et Mélodie de vous être joints à nous aujourd'hui. For me, this session was very insightful. I learned a lot of new things from all 3 of you.
And thank you for giving us a bit of I know your busy schedules. So thank you very much to all three of you. And thank you to everybody that participated, submitted questions. Please don't miss next week's virtual learning series event, which is professionalizing your social media. Donc, la semaine prochaine, il y aura d'autres activités. Il y a une autre activité pour la série d'apprentissage virtuel et c'est sur le sujet de professionnaliser vos médias sociaux. Donc, ça risque d'être très intéressant. Merci à vous tous. Thank you, everybody. And I wish you all a great afternoon. Bonne journée, bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Thank you. Au revoir. Bye. Bye.